L'or, il a vraiment une couleur native qui est jaune et mat. Que ce soit ici l'or du Gardon, que ce soit l'or du Canada ou l'or d'Afrique du Sud, il sera toujours jaune. De toujours, il y a eu des... Sur les bords du Gardon, dans les Cévennes, une quinzaine de personnes assistent à une leçon d'un genre bien particulier. Le principal étant de se faire plaisir et de sortir de ses propres mains de l'or. Il s'agit bien d'un cours sur l'or, car il y a de l'or dans une centaine de rivières françaises. La Bretagne, les Ardennes et le sud de la France sont des régions particulièrement riches. Depuis 20 ans, l'essor des loisirs de plein air a fait renaître l'orpaillage de ses cendres, et Véronique en a d'ailleurs fait son métier. Elle a créé sa petite entreprise d'orpaillage. Aujourd'hui, elle enseigne à des vacanciers cette technique ancestrale qui permet de récupérer l'or dans les rivières. Et ça marche, chercher de l'or est un loisir qui a plus d'un atout. C'est original, familial, pas cher et tous espèrent que ça puisse rapporter gros. Ce qui est déjà une telle pureté. Après la théorie, la pratique avec le maniement de la bâtée. Vraiment, le premier débourbage est très très important, mais on va le faire tout au long du mouvement de la bâtée. Ensuite, il va falloir évacuer ces alluvions, donc bien le lavage. Vibration droite et gauche, on incline toujours avec de l'eau, je travaille toujours avec de l'eau. Les matériaux sont au bord de la bâtée. Et marche avant, on crée une vague qui emmène de manière successive aux couches supérieures des matériaux. Débourbage. Quelle couleur il est cet or? Il est jaune. Bravo Véro. Bravo Véro. Quand on dit chercheur d'or professionnel, il faut bien comprendre qu'on ne vit pas de l'or que l'on sort dans la rivière. Une chercheuse d'or professionnelle, c'est quelqu'un qui vit justement de tout ce qu'il y a autour de l'or, de cette médiatisation. Le fait de réaliser des stages, le fait de faire des conférences, de faire des bijoux, des animations ponctuelles, mais c'est pas l'or qu'on trouve en lui-même. Ça, il y en a peut-être un ou deux en France. C'est plutôt réservé à des grosses structures à l'étranger, des grosses concessions comme en Guyane, au Canada ou en Californie. Mais en France, c'est vraiment pas possible de se dire qu'on peut vivre de l'or que l'on sort des rivières comme ça pour manger tous les jours, non. C'est la vaisselle. Bon, c'est une paillette, ça. Étienne, je sais pas finir encore. Attends, c'est une pépite, ça. C'est à partir de quel point qu'on parle de pépite? Mais je vais aller voir quelqu'un. T'es aussi ému que la première fois que tu m'as vu? Oh, c'est pas la même chose. C'est grosse, là. Non, il y en a point, hein. Il n'y en a pas du tout. Non, C'est quoi, Étienne, ce qu'elle croit être de l'or? du mica. C'est l'or des fous qu'on appelle. Ah bah alors. Pourquoi? J'ai trouvé de l'or. Parce que ça brille un peu comme l'or, mais c'est du mica, quoi. Il y a des cartes. Ça, c'est un trésor. Ah bon? Maman. Ah. On t'a battu, hein, oui. Et si après l'initiation, les débutants cèdent à la fièvre de l'or, Véronique les accueillera à nouveau sur les bords du Gardon à l'occasion du championnat d'Europe des chercheurs d'or qu'elle organise depuis 7 ans. Direction Anduze, au-dessus d'Anduze, c'est Alain Ferme. Chaque week-end de Pentecôte, une trentaine de fondus de l'or se rassemblent pendant 3 jours pour cette compétition. Elle met en avant non seulement le savoir-faire de l'orpaillage, qui est une technique donc, manuelle, qu'on va voir tout au long de ces 3 jours, mais elle met aussi surtout en avant, et ça c'est beaucoup plus dur dans l'orpaillage, c'est ce qu'on appelle la prospection. Donc savoir à quel endroit chercher, où chercher. Il y a ceux qui se mettent n'importe où, et puis hop, qui commencent à creuser un peu comme des malades, quoi. Et puis il y a celui qui va prendre le temps d'observer, de regarder, et après se dire, c'est là que je me pose et c'est là que je teste. On va, on y va. Viens donc. Il y a un endroit, je ne sais pas, plus facile. Aux côtés de Véronique, c'est Michel. Cet ancien orpailleur professionnel est le véritable initiateur de ce championnat d'Europe des chercheurs d'or. 2 minutes, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous prendre la tête, mais il faut que je vous explique comment ça se passe. Donc, ceux qui n'ont jamais participé, c'est très simple. Il faut gratter, chercher de l'or. C'est le principe. Bon. Donc, ceux qui n'ont jamais participé... Alors, on va déterminer le placer, c'est-à-dire le dépôt où se trouvent les paillettes d'or. C'est-à-dire, c'est sous cette pile de pont.
jusqu'à la fin du dépôt alluvionnaire qui se trouve 50 mètres plus bas. Alors le matériel utilisé est le matériel habituel, c'est-à-dire le tamis, la bâtée, pelle, pioche, baramine interdite, pied de biche de moins de 50 cm de long. Donc je vous souhaite bon travail à tous et puis bienvenue dans cette grande fête qui est la 7e édition. Allez, Merci. Cette première manche va durer 2 heures. À côté de moi, mets-toi ici. Je vais attaquer la montagne. Souvent, ça se piège dans les racines. Alors j'essaye. moi je sais que si je faisais le championnat, je remplirais à tout casser 2 bâtés. Perdu pour perdu, mais je travaillerai que sur des trucs comme ça. Ça ne sert à rien de bouger des mètres cubes de marchandises. Pas au fond. Ben de siège. On enlève des cailloux. Hein. Vous avez des gens qui se sont épuisés, hein, ça, qui n'ont rien trouvé. Hein, tous les chercheurs d'or. Il y a la partie philosophique de la chose, quoi. La partie écologie, on est dans l'eau, on est dans la nature, on fouille dans quelque chose que nous donne la nature, c'est fantastique, quoi. Imaginez-vous. Et pendant que certains concurrents rêvassent et que d'autres fouillent la rivière, Jean-Louis, un des contrôleurs de l'épreuve, s'assure de son bon déroulement. Moi je surveille, donc avec les autres, là, les collègues, on surveille que ça se déroule bien, que c'est bon, qu'il n'y a pas de triche, qu'il n'y ait pas de, que ça soit fait, que les gens n'ont pas d'outils interdits, voilà, c'est ça. Il y en a qui trichent de temps en temps? Jamais, c'est rare en fait, depuis 7 ans qu'on fait ça, c'est jamais arrivé. Ça, c'est les pipettes qui correspondent à chaque concurrent. D'accord. Et lorsqu'ils ont trouvé de l'or, on va prélever. Fin de la première manche individuelle, aucune pépite n'a été découverte, mais la récolte semble encourageante. T'as vu aussi gros? Tu vois, je Non, non, pas ici, non. Regarde. Tu vois? Et il y a un joli grain aussi là, qui roule bien là. Et tu me ramasses tout. Vas-y, prends. T'aurais pu mieux nettoyer. Putain, ouais, quoi. C'est bien que ta confiance en moi est limitée, mais enfin. Après une petite pause, les chercheurs d'or vont maintenant s'affronter par équipe. Pour cette deuxième manche, l'objectif reste le même, trouver le plus d'or possible, mais cette fois-ci en 1 heure seulement. Alors tous les moyens sont bons. C'est plus un métier de bagnard qu'un métier de chercheur d'or. Moi, en 10 ans, je fais rigoler tout le monde. Si j'ai trouvé 1,5 gramme d'or, c'est tout. C'est ce qu'ils font par saison en moyenne. Mais c'est le fait rien, c'est le plaisir. La valeur, on s'en fout. Je suis aussi pêcheur et ramasseur de champignons. Et là, même si on en bave un petit peu pendant un moment, c'est quand même agréable d'être là. C'est vrai que je ne le ferai pas pour un patron. Hein. La rampe de lavage va permettre aux orpailleurs de laver les alluvions plus rapidement qu'à la bâtée. La fabrication est artisanale, alors chacun son modèle. Les sédiments sont nettoyés dans une large gouttière tapissée d'une moquette, et l'or, du fait de sa forte densité, est retenu par les poils de ce tapis. Vous lavez les moquettes? Il ne reste plus que 10 minutes à nos concurrents. Ils doivent se dépêcher de secouer, frotter, gratter les poils de la moquette pour en libérer les derniers milligrammes d'or. Et quand je pense que ma femme croit que je m'amuse. Ah oui, il y a une most. Encore un très beau. Un très très beau, tu sais.
Attends, ce qu'on va faire, la très grosse, je vais la mettre. Je vais la mettre tout de suite à part parce qu'elle passera pas par le truc. Tu vois qu'on était bon. On va essayer d'aller tranquille. Fin de cette première journée. Tous les concurrents rentrent au camping du chercheur d'or. Mais pour les contrôleurs de l'épreuve, la journée n'est pas terminée. Direction le laboratoire. Elle paraissait plus grosse tout à l'heure. Véronique, Jean-Louis, Alain et Jean-Pierre vont maintenant établir un premier classement. Pour cela, le prélèvement de chacun des concurrents va être séché, nettoyé, puis pesé. Avant, le labo, c'était une partie presque secrète. Les concurrents ne venaient jamais ici. Tout le monde va tout voir. Tu vois, c'est comme la lessive, ça. Avant et après. Tu vois, ça c'est nettoyé. Et ça c'est. Tu vois. Ah, hop, je fais pas les mains, j'enlève toutes les matites, tout ce qui est lourd. Entre Laure et Véronique, c'est une véritable histoire d'amour. On a mis 2 heures pour tout sécher. Jean-Pierre qui est là, c'est mon ex-mari. C'est lui qui m'a appris à chercher de l'or. En fait, je l'ai rencontré complètement par hasard dans un tournoi de tarot il y a ça une vingtaine d'années à peu près. Et puis un jour, il m'a dit si tu veux, moi je suis chercheur d'or, ce week-end je t'emmène chercher de l'or. Donc j'y croyais pas du tout. Et puis je pensais vraiment à autre chose en fait. Mais il m'a emmené chercher de l'or vraiment. On a fait ça pendant des années. On a monté une association dans la région lyonnaise puisqu'on est originaire de Lyon. On a fait vivre l'association plusieurs années avec des animations et des choses comme ça. On a toujours été des passionnés. Et puis un jour a fait qu'on s'est séparés, qu'on a divorcé. Que j'ai rencontré Alain, qui est mon deuxième époux, et mon époux à l'heure actuelle. On est très très souvent ensemble et je pense qu'ils s'entendent très bien. Enfin, bon. De toute façon, à partir du moment où on partage des passions communes, on peut que bien s'entendre. Hein. C'est demain qu'on déjeune sur place. Voilà. La récolte de la journée. 1 dixième, 563 millièmes. 1 demi-gramme. Pour quelques 2 tonnes d'alluvions qui ont été remuées. Par 32 courageux. Alors. La récolte annuelle des 400 orpailleurs français serait de 4 kilos. Mesdames, messieurs, le résultat. Tous sont impatients de connaître le classement provisoire. C'est bon. Je suis 7e. Le tableau est à vous. Regarde. Oh, trop bien. Ah, puis on est premier par équipe. Ah, tiens, c'est qui sont là, mes équipiers là. Ouf, on est dernier. Oh, trop bien. Pour Pierre Christian et sa fille France, l'or c'est une passion, mais aussi une histoire de famille. Je venais ici sur les placières où on était ce matin, je venais depuis Saint-Florent, c'est-à-dire comme ça il y a 70 km en vélo. Je me faisais souvent, en été évidemment, j'étais en vacances, je venais jusqu'ici pour faire des bâtés, puis je repartais le soir avec mon matériel sur le vélo, sous le soleil. Enfin, c'est ça aussi, c'est reprendre des chemins, des chemins de l'enfance. Ouais. Et toi, France? Laure? Laure, en fait, ça me fait un peu penser à la passion que mon père me passait, évidemment. C'est lui qui m'y a baigné dedans depuis toute petite. L'or, c'est plutôt un peu magique. On est tous restés un peu gamins, je pense. Et ça fait penser à l'armée vers l'or, les livres de Jack London ou d'autres, Blaise Cendrars. Et c'est un peu la conquête du Far West, un peu tout ça. Et aussi, on sort un peu des sentiers battus. Il n'y a plus la notion de vitesse qui régit le monde moderne. La notion de vitesse, de stress. Il n'y a plus la notion de, je sais pas moi, le rendement. On est tout simplement au fil de l'eau et on laisse passer le temps. Pierre Mandric vit dans l'Ardèche. Il a lui aussi été orpailleur professionnel. À force de recherche et de voyages, il a constitué la plus importante collection française sur le thème de l'or.
Pierre a toujours voulu partager cette passion, alors pendant des années, il a vécu de sa collection en l'exposant à travers la France. Ah, voilà de quoi m'occuper un petit peu. Le travail de la journée, et c'est le repos du guerrier en même temps. Voilà, ça va vite parce que là c'est de la... Depuis 30 ans, pas une journée qu'il n'ait pas consacrée à l'or. À la retraite, Pierre continue d'orpailler dans le Rhône. Aujourd'hui, il trie le sable de sa dernière bâtée pour en extraire les paillettes. Là, je peux rester des heures. Je peux rester même pratiquement une nuit complète. Puis alors, je me lève, je suis tout carcaillou, là, tout plié en 8. Là, 1 gramme, ça va représenter 5 à 600 paillettes. Sur les petites qu'on trouve en rivière, c'est 20 000 paillettes pour 1 gramme. Vous voyez, les heures passent tranquillement. Mon rêve, c'était de faire un musée de l'or. Parce qu'avec les collections que j'avais et tous les documents, je voulais mettre à la portée du public, montrer. Et malheureusement, en 1999, au cours d'une exposition, à la fin d'une exposition, j'ai emmené toute ma collection dans la voiture au premier voyage, et au deuxième voyage, il n'y avait plus rien. On m'avait vidé complètement. La voiture avait été forcée, tout avait été emmené. On m'avait laissé les petits échantillons pour les enfants, mais des kilos de pépites, des collections de pièces romaines, gauloises en or, diamants, tous les souvenirs, des choses que je ne montrais à personne. C'était une petite boîte, des pépites de 350 grammes, enfin des trucs dingues. Il y a trop de cupidité, trop de gens avec l'or qui... Je voyais des gens dans les expositions qui se mettent pas en face de moi pour me parler, vous voyez. Ils se tournent de côté, regardez, vous se mettent à transpirer et tout, vous n'avez pas peur et tout. C'est vrai, il y a des gens qui transpirent. Ah oui. J'ai vu des gens se mettre sur le côté parce que voir un monceau d'or, dans leur tête, ça les travaille. On n'est jamais sûr même de son meilleur copain. Hein, et c'est pour ça que à la maison, je ne reçois personne, pratiquement, hein, parce que... Des coupes il y a des trophées de championnat du monde. En Australie, il a les trucs jaunes. Et même si Pierre a sillonné le monde d'un championnat d'orpaillage à l'autre, il n'a pas accumulé que des médailles. Quelques trophées, là, champion d'Espagne en 2002 et 2003. Le carburant du chercheur d'or, Rhum de Cayenne, championnat d'Europe, toutes des bouteilles avec le thème or. Vous voyez, ça en Australie avec les kangourous. Tout là, c'est sur l'or. Ici, c'est que des bandes dessinées, à peu près 70-80 bandes dessinées dans le fameux Oro de Siziazike. Encore une autre collection qui est un peu originale. C'était les cartes avec le thème de l'or. Voilà, je trouve c'est spécial, hein, mais c'est beau, je trouve. Je pense être le seul à avoir ce genre de collection comme ça. Hein. Et puis, la rue vers l'or. Si on aborde le sujet carte postale, il y a les cartes postales anciennes, alors qu'il a... Là, elle se monnaie, il y a prix d'or. Mine de la Lucette, Mayenne, carte postale ancienne. 15 mines d'or ont été exploitées en France au cours du XXe siècle. La dernière, la mine du Bournex, dans le Limousin, a fermé en 2002. Plus assez rentable. Là, dans le classeur noir, encore une autre collection d'actions de mines d'or françaises. Compagnie des mines d'or en France. L'or en France, comme quoi on a toujours parlé de l'or, hein, et tout, année 1910. Voilà, les laveurs d'or, là, ça s'apparente, c'est bien, parce que ça s'apparente un peu à notre statut d'orpailleur. Deuxième journée de championnat. Qu'est-ce que ça donne, France? Pendant que Pierre Christian et France tentent de conserver leur avance au classement, les autres concurrents ne reculent devant aucun effort pour tenter de rattraper leur retard. Tu peux résumer la technique là, hein? J'essaye d'enlever le sable, donc pour arriver à la faille,
et avec trouver de l'argile ou de la glaise, quoi. Et c'est là-dedans qu'on va trouver. On peut trouver un peu des paillettes, quoi, mais le truc c'est qu'il y a au moins 20 cm de sable de partout, quoi. Au camping des chercheurs d'or, chacun se sert. Faut pas oublier de payer surtout. Fin de la deuxième journée, les concurrents se retrouvent autour de Michel, qui est aussi le patron du camping qui accueille le championnat. Dans les années 75, par là, hein. Il y a combien de temps maintenant? Michel est un des rares orpailleurs à avoir vécu de l'or qu'il a trouvé en France. Mais lui, ce n'est pas vraiment au fond des rivières qu'il a trouvé son trésor. Pendant 10 ans, j'ai fait ça professionnellement. Et j'ai ramassé une cinquantaine de kilos d'or dans ma carrière d'orpailleur sur sablière. Créer le camping du chercheur d'or a été le palliatif, si on peut appeler ça, entre l'orpailleur et puis le business. Et c'est vrai que si j'avais continué à chercher de l'or, j'aurais pu disjoncter ou perdre tout en voulant donc exploiter et en voulant trouver toujours plus. Parce que ça, c'est la fièvre de l'or. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Dans le business aussi, c'est toujours plus. Mais l'or, c'est pire. L'or, c'est quelque chose de tellement mythique, de tellement... c'est un produit neutre, mais c'est tellement vivant. Moi, pour moi, l'or, c'est un produit qui est vivant. L'or rend fou, ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, j'ai vu des copains... j'allais orpailler avec mon fils, il avait 8 ans. J'ai vu des copains voler l'or dans la bâtée de mon fils. C'est dans ce type de sablière que Michel a récolté ses kilos d'or. Jacques, un chercheur d'or amateur, a accepté de nous montrer le travail de l'orpailleur sur sablière, à condition de ne pas être reconnu. En effet, la rentabilité de cette activité risque d'attiser les jalousies, alors mieux vaut être discret. Il y aurait des installations similaires à celles de Jacques sur toutes les sablières de France travaillant au bord de rivières aurifères. Le système est le même que celui des rampes de lavage utilisées pendant la compétition. Alors, depuis 20 ans, Jacques vient le week-end récupérer ses moquettes et les remplacer par des neuves. Alors c'est toute l'année, hiver comme été, avec une moyenne de relever les moquettes une fois tous les 15 jours. J'ai réussi parce que je connaissais un propriétaire de sablière. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est un accord entre nous et entre tous les deux, quoi. Et il obtient une rémunération de ça? Bien sûr, parce que moi je lui redonne une partie de l'or que je récupère. Quelle partie? 50%. Et en moyenne, on trouve, je dirais, 200 grammes d'or par an. Cet or, il est dans du sable. Je préfère qu'on le ramasse plutôt que de le laisser dans les fondations ou dans le crépi d'une maison. Des orpailleurs comme Jacques, il y en aurait une trentaine en France. Ils se partageraient une récolte annuelle de 300 kilos, pour une valeur de 4,5 millions d'euros. Tiens, salut Pierre. Pierre Christian est un ami de Jacques, un des seuls à connaître son secret. Lui aussi, à une époque, a récolté de l'or sur sablière. Il n'y a pas de grosses menteurs. Il y en a une, tu vois, par rapport à... Ouais, joli. Voilà. Oui, c'est... Il a une toute autre explication quant au secret qui entoure ce type d'orpaillage. Certains se cultivent une image de cow-boy, hein, et ça tue le mythe. Mais pour moi, ça tue pas le mythe de l'or. Ça tue le mythe du cow-boy, mais le chercheur d'or, c'est pas forcément un cow-boy. Pourquoi vouloir à tout prix avoir l'air d'un aventurier ? Dernier jour de compétition pour nos aventuriers du Gardon. Après 3 jours de pêche plus ou moins miraculeuse, les yeux des concurrents semblent définitivement rivés à leur bâtée. Les quelques paillettes découvertes suffisent à entretenir le mythe de l'or. Tous continuent de croire à une hypothétique pépite.
trouve rien. C'est la misère. Ça m'énerve, non pas de ne pas trouver, mais de ne pas comprendre pourquoi je ne trouve pas. Ah, un clou. Bon signe. Ça peut faire mal aux doigts. Le truc, quand tu trouves de la glaise comme ça, c'est bon signe, quoi. C'est ça qui... Et comme je sais qu'il y a plus de 10 minutes pour que je fouille la faille, parce que si ça se trouve, je peux fouiller la faille pendant 1 heure et puis tout laisser au fond si j'aspire pas le fond. Et ben ça reste pour les autres. Après, le premier couillon qui va arriver avec une pompe, c'est lui qui va aspirer ma paillette, quoi. Pour ça, je suis allé vite emprunter une pompe à quelqu'un d'autre. L'année prochaine, je reviens et j'ai la pompe, j'ai tout ce qu'il faut. J'aurai tout le matos l'année prochaine. Je pense que je suis premier. Mais bon, il faut quand même laisser passer la manche de ce matin, parce que bon, il peut toujours y avoir une surprise. Il suffit qu'il y ait un concurrent qui trouve un joli morceau, une grosse paillette ou pourquoi pas une petite pépite. C'est rare, mais bon, pourquoi pas. Tout le monde en rêve de la trouver, la pépite. Pourquoi pas ce matin? Pas de pépite pour Lino, mais il remporte tout de même le championnat avec moins d'un demi-gramme d'or récolté en 3 jours. L'équivalent de 7 €. Mais finalement, tout cela n'est-il pas un prétexte pour retourner en enfance et continuer à jouer à la pêche au trésor ?